Bonjour, moi c'est Fawzi Jawahdou, professeur de sciences physiques au lycée Carthage Birsa. Cette leçon qu'on va faire aujourd'hui, donc, elle est faite sous la direction de M. Fawzi Hammami, inspecteur général des sciences physiques de Tunis 1, bien entendu. D'accord? Donc, rappelez-vous, nous nous sommes donc déjà rencontrés avant. Nous avons parlé de l'étude énergétique de l'oscillateur électrique libre non amorti. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on va faire une application là-dessus. Bien entendu, on ne va pas insister uniquement sur l'étude énergétique, mais essentiellement, notre application va porter sur l'étude énergétique. Commençons alors ici par les objectifs de notre séance d'aujourd'hui. Donc, je rappelle que c'est une séance qui est réservée aux classes scientifiques, aux élèves qui vont passer le bac classe scientifique. Donc, notre application va porter sur le circuit LC, l'oscillateur électrique libre et non amorti, l'oscillateur qui conserve son énergie totale. D'accord? Alors, l'application va être la suivante. Donc, on considère un oscillateur, un circuit électrique, donc c'est un oscillateur électrique libre non amorti, étant donné qu'il est construit par un condensateur et une bobine purement inductive. Je lis l'énoncé. Un condensateur de capacité C est chargé à l'aide d'un générateur de tension de FEM petit e. Quand la charge du condensateur atteint sa valeur maximale, on l'isole du générateur et on relie les bornes A et B de votre condensateur à celle d'une bobine d'inductance L et de résistance supposée nulle. Cette opération-là va être faite à un instant T noté comme étant l'instant initial T égale à 0. Voici la figure qui nous intéresse. D'accord? Donc, notre condensateur est initialement chargé. Sur le schéma, nous avons représenté le sens de parcours qui représente donc ici le sens où I, si votre courant circule dans ce sens, sera un I qui est compté positivement. Si par contre le courant fait le sens et revient donc dans le sens inverse, donc ce sera une intensité du courant qui va être négative. Alors, passons à la question 1. Donc, réaliser un branchement à un oscilloscope permettant la visualisation d'une tension proportionnelle à la charge. Je voudrais bien donc ici, bon, en tous les cas, donc le circuit, il comporte deux dipôles. Si je veux alors ici représenter la charge Q, donc vous savez très bien qu'à l'oscilloscope, donc on ne peut que visualiser des tensions. Alors, quelle est la tension la plus proche de Q? Eh bien, la tension du condensateur, puisque U de C est égal à quoi? Est égal à Q sur C. Donc, vous savez très bien que UC et Q de T sont de grandeur proportionnelle. Donc, si vous voulez un jour étudier la charge Q de T, d'accord? Donc, si vous voulez alors ici étudier la charge Q de T, donc il suffit alors ici de se brancher donc aux bornes du condensateur, puisque UC et Q sont proportionnels. Donc, justement, alors ici, la tension aux bornes du condensateur s'exprime par UC est égal à Q sur C. Donc, ce sont deux grandeurs qui se ressemblent énormément. Donc, elles sont proportionnelles. Alors, on se branche tout simplement aux bornes du condensateur. Donc, et là, bien entendu, on nous demande de réaliser un branchement. Alors, pour réaliser le branchement, attention, regardez bien le sens de parcours. Et je rappelle alors ici que la charge Q qui nous intéresse, ça on l'a dit avant, hein. Donc votre condensateur représente deux charges, une charge plus Q et une charge moins Q. Conventionnellement, quelle est la charge plus Q dont on parle alors ici? C'est la charge de la plaque par laquelle rentre le sens de parcours. Donc le sens de parcours rentre par cette plaque-là. Je suis en train de parler de cette charge. Et vous savez très bien que convention récepteur, la tension doit être inversée par rapport au sens de parcours. Donc, voici la tension aux bornes du condensateur. Une tension doit être toujours orientée du potentiel le plus bas, conventionnellement, vers le potentiel le plus haut. Donc, ça, c'est forcément, alors ici, la masse qui va être donc transférée vers l'oscilloscope. Et ça, c'est la voie d'entrée. Donc, voici alors ici comment on peut réaliser un branchement à l'oscilloscope pour visualiser UC. Alors là, on va passer à la question numéro 2. Voici ce qu'on vous dit dans la question numéro 2. La courbe de la figure 2, c'est la figure 2. La voici. La courbe de la figure 2 donne l'oscillogramme obtenu sur l'écran de l'oscilloscope. Donc, donne la courbe qui représente, attention, UC. Hein. Donc, sur l'écran de l'oscilloscope, parce que l'oscilloscope ne permet que de visualiser des tensions. Alors, on donne les réglages suivants. Donc, balayage horizontal sur l'axe des temps. 0,5 millisecondes par division. Donc, chaque division correspond à 0,5. Donc, vous avez deux divisions, que ça correspond à 1 milliseconde. La déviation verticale,
Alors, chaque division verticalement, ça correspond à 1 volt. Donc, si vous avez, alors ici, par exemple, pour la valeur maximale de UC, ça fait 4 divisions. Ça fait forcément, donc ici, 4 fois 1, ça fait bien 4 volts. Donc, voici la courbe qui représente la variation de UC en fonction du temps. Vous remarquez bien alors ici que votre courbe est une courbe parfaitement sinusoïdale. Et l'amplitude des oscillations est toujours la même, elle reste constante au cours du temps. L'amplitude, hein, les valeurs maximales. Donc, cela veut dire ici que votre circuit LC est bien un oscillateur, d'une part parce qu'il y a des oscillations, et d'autre part, puisque l'amplitude reste constante, donc il n'y a pas d'amortissement, donc votre oscillateur conserve son énergie totale. Essayons de voir tout d'abord la question, on va voir par la suite de quoi il s'agit. D'accord? Alors, petit a, justifié à partir de l'oscillogramme que le circuit LC est un oscillateur non amorti. Donc, alors, attention, on vous demande 2 choses. On vous demande alors ici de montrer que le circuit qu'on est en train d'étudier est un oscillateur d'une part et qu'il est d'autre part non amorti. Donc, il y a 2 objectifs dans la question. Donc, tout d'abord, pour montrer qu'il s'agit d'un oscillateur. Qu'est-ce que c'est qu'un oscillateur? C'est tout système dont la grandeur variable est une grandeur oscillante qui varie entre une valeur extrême positive et une valeur extrême négative. Donc, puisque UC aujourd'hui, elle alterne entre une valeur UC max positive et une valeur moins UC max négative donc, au cours du temps, cela veut dire qu'il y a des oscillations. Donc, votre circuit est bien un oscillateur non amorti, ça on vient de le dire. Non amorti, cela veut dire ici qu'il n'y a pas de perte. S'il n'y a pas de perte, ça veut dire que la tension UC garde une amplitude constante, ça on vient de le dire. Je vous conseille toujours, lorsqu'on vous donne des courbes, de lire les courbes avant de vous poser les questions. Déjà, donc on a anticipé, nous avons donc répondu à la question avant de la lire. Donc, d'accord? Alors, je lis alors ici la réponse. Alors, la courbe présente des oscillations, premier cas, des oscillations, 2 points, le circuit LC est bien un oscillateur puisque UC donc oscille. D'autre part, la décharge du condensateur à travers la bobine, attention, c'est une décharge. Donc au début, vous savez très bien que pour un circuit LC, donc il faut commencer toujours par charger le condensateur. Puis, à un instant t égal à 0, et ça on l'a précisé, il faut balancer l'interrupteur ou bien le commutateur sur la position 2. Vous devez avoir une idée là-dessus pour commencer la décharge du condensateur à travers la bobine, parce que la bobine est bien un réservoir d'énergie, tout comme le condensateur, ça on l'a dit donc, dans la séance précédente. D'accord? Donc je viens de dire que la décharge du condensateur à travers la bobine est une décharge oscillante, ça c'est pour la première remarque. Deuxième remarque alors ici, l'amplitude des oscillations reste constante, il n'y a pas d'amortissement, il s'agit d'un oscillateur non amorti. Donc attention, il y a 2 éléments de réponse dans cette question-là. D'accord? Donc il faut commencer alors ici par prouver qu'il s'agit d'un oscillateur et prouver aussi qu'il y a non-amortissement, que votre oscillateur est un oscillateur électrique non amorti, bien entendu. D'accord? Donc, sûrement que votre circuit ne présente pas de résistance. On passe alors ici à la question suivante. Déduire la valeur de la période propre. Ben justement, alors ici, donc, on va chercher la valeur de la période propre. Donc, T0 est égal à 4 fois 0,5. Ça fait bien 2 millisecondes. On peut donc donner le résultat en millisecondes. Ça fait tout simplement 2 fois 10 puissance moins 3 secondes. Donc, on vient de vous demander de chercher la valeur de la période. Attention, ce n'est pas une question gratuite. Donc, vous devez conserver cette valeur-là, la valeur de la période propre. Peut-être bien qu'on va essayer d'y retourner un peu plus tard dans l'exercice. Alors, question petit c. Toujours dans la question, donc, petit c. Donné en fonction du temps et en fonction de C et aussi en fonction de oméga 0 et de UC max, les expressions de. Donc, alors je vais vous demander d'exprimer les grandeurs qu'on va donc essayer de citer ici en fonction uniquement de ces grandeurs-là. Donc, il ne faut pas utiliser autre chose. Qu'est-ce qu'on va vous demander alors ici? La charge Q de la plaque A, la plaque par laquelle rentre le sens de parcours. Donc, alors, Q est égal à Q max sinus oméga 0t plus phi de Q. Attention, là, ce n'est pas définitif parce qu'on ne vous demande pas l'expression en fonction de Q max et de phi de Q. D'accord? Donc, il faut alors ici expliciter les calculs là. Donc, je vais commencer par remplacer Q max par son expression. Je rappelle que Q max est égal à C fois UC max. Là, on commence à y arriver. Alors que là, vous avez sinus de oméga 0t plus phi de Q. Donc, oméga 0, c'est donné dans l'exercice. T, c'est le temps. Donc, nous sommes dans les règles. Phi de Q, là, il faut s'en débarrasser. Donc, il faut chercher la valeur de phi de Q. Alors, pour chercher la valeur de phi de Q, on va utiliser les conditions initiales.
toujours, donc, pour les fonctions sinusoïdales, pour chercher la phase initiale, donc vous allez utiliser généralement, pas toujours, généralement, les conditions initiales. Donc, à t égale à 0, nous savons que le condensateur est complètement chargé, Q de 0 est égal à plus Q max. Je remplace dans cette équation-là. Ça nous fait, ou bien dans celle-ci, ça nous fait alors ici Q max sinus de 0, donc à t égale à 0, oméga 0t donc est égal à 0, plus phi de Q. Donc, ce qui nous donne ici que Q de 0 est égal à Q max, qui est égal à Q max sinus de phi de Q. Nous pouvons dire ici que sinus de phi de Q est égal à 1. Or, 1 d'après la calculatrice. Donc là, il faut utiliser la calculatrice. L'angle dans le sinus, il vaut 1 n'est autre que pi sur 2. Donc, nous pouvons dire la chose suivante. Sinus de phi de Q est égal à sinus de pi sur 2. Donc, vous pouvez dire la chose suivante. Je rappelle quand même que lorsque vous avez deux sinus qui sont égaux, attention à ça, deux sinus qui sont égaux, sinus A est égal à sinus B, donc ça veut dire alors ici que ou bien A est égal à B, ou bien A est égal à pi moins B. Pour aujourd'hui, alors ici, sinus de phi de Q est égal à sinus de pi sur 2, nous pouvons dire que ou bien phi de Q est égal à pi sur 2, ou bien phi de Q est égal à pi moins pi sur 2. Or, pi moins pi sur 2, ça ne peut être que pi sur 2. Donc, vous avez de la chance aujourd'hui. Donc, on trouve un seul angle. Donc, phi de Q est égal à pi sur 2. Normalement, on connaît ce résultat d'avance. Alors, je pense que nous sommes capables maintenant d'exprimer définitivement la grandeur Q en fonction du temps, en fonction des données du problème. Donc, Q de t est égal à C fois UC max, multiplié par sinus de oméga 0t plus pi sur 2. Je pense que dans ces conditions-là, c'est largement suffisant. Nous passons à autre chose. Donc, on va vous demander toujours d'exprimer en fonction de ces grandeurs-là l'intensité du courant qui circule dans le circuit. Rappelez-vous que l'intensité I du courant, si vous n'avez pas de courbe, vous pouvez donc la déterminer à partir de la dérivée de la charge. Donc, vous avez l'expression de la charge Q en fonction du temps. Qu'est-ce qu'il suffit de faire? Il suffit de dériver. On va dériver. Nous savons que U de t est égal, ou bien on peut utiliser autre chose. Et ça, on l'a démontré dans le cours. Donc, I de t est égal à I max sinus oméga 0t plus phi de I. Je rappelle quand même que I max est égal à oméga 0 fois Q max. Je remplace Q max par son expression. Ça nous fait C fois UC max. Ça nous fait donc définitivement I max est égal à oméga 0 fois C fois UC max. Et je rappelle aussi que I, elle doit être en quadrature avance de phase sur la charge, puisque mathématiquement, toute fonction qui n'est autre que la dérivée d'une autre fonction, la fonction qui est la fonction dérivée, elle est toujours en quadrature avance de phase. Donc, la phase initiale de I n'est autre que phi de Q plus pi sur 2. Phi de Q, elle est égale à pi sur 2. Pi sur 2 plus pi sur 2. La phase initiale de I, elle est égale à pi radian. Donc, je pense que nous sommes capables maintenant d'exprimer I en fonction du temps. Ça nous fait alors ici la valeur maximale de I max, c'est oméga 0 fois C fois UC max, le tout multiplié par sinus oméga 0t plus phi de I qui est égal à pi. Donc, j'ai bien dit tout à l'heure qu'on pouvait tout simplement, par exemple, dériver le Q. Et lorsqu'on dérive Q, on retrouve bien entendu la même chose parce que la dérivée de sinus, c'est cosinus. Et lorsqu'on passe de cosinus vers sinus, il faut ajouter un angle pi sur 2. Ça, on l'a vu avant. Donc, pi sur 2 plus pi sur 2, ça nous fait pi. Alors, oméga 0 va sortir à l'extérieur. Vous allez l'avoir. Donc, tout simplement, oméga 0 fois C fois UC max. Donc, je voudrais bien vous rappeler que ce résultat-là est très important. On risque parfois de l'oublier. Et ce résultat aussi, il est assez important. N'oubliez pas ces deux expressions-là. Ça, c'est pas valable uniquement pour I et Q, c'est valable pour toute fonction qui n'est autre que la dérivée de l'autre. D'accord? Alors, je passe à autre chose. Dans la courbe 3, représentant les variations de l'énergie magnétique EL en fonction de UC au carré, ainsi que la courbe 4, qui représente la variation de l'énergie électrostatique en fonction du temps. Vous avez deux courbes complètement différentes. Rappelez-vous ce que nous avons fait dans une séance précédente. Nous avons donc défini les courbes d'énergie. Nous avons bien utilisé ensemble et représenté ensemble les courbes des énergies. La courbe de l'énergie magnétique est bien une courbe donc sous forme d'une droite de pente négative, ça on le sait d'avance. Et la courbe de l'énergie électrostatique en fonction du temps est bien une courbe sinusoïdale qui est toujours strictement positive. Alors, une toute petite indication à côté, une division verticalement correspond à 0,5 10 puissance moins 4 joules
0,5, 10 puissance moins 4 joules, étant donné que vous avez 10 puissance moins 4 ici. Hein. D'accord? Bien, 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 l'axe des temps n'est pas gradué, étant donné qu'on connaît déjà la période. Rappelez-vous, tout à l'heure, nous avons cherché la valeur de la période, nous avons trouvé que c'était égal, je pense, à 2 millisecondes. Donc, c'est plus la peine de graduer l'axe des temps. Une toute petite lecture, je vous ai conseillé avant de lire les courbes avant de connaître les questions. Alors, pour la courbe qui représente la variation de EL en fonction de UC au carré en volt au carré, ça, c'est une valeur la plus grande possible de UC au carré. Ça ne peut être que UC max au carré. Si UC max au carré est égal à 16, forcément, donc UC max est égal à la racine de 16, ça fait bien 4. Que représente cette valeur-là? 2, 10 puissance moins 4, ou bien 1, 2, 3, 4. 4 fois 0,5, ça fait bien 2 10 puissance moins 4. Que représente la valeur 2 10 puissance moins 4 ou bien 2 10 puissance moins 4? C'est la valeur la plus grande possible de l'énergie magnétique. C'est la valeur la plus grande possible de l'énergie électrostatique. Donc, ça fait tout simplement l'énergie totale de l'oscillateur, l'énergie électromagnétique. D'accord? Donc, nous avons notre petite idée là-dessus. Donc, on va voir de quelle question il s'agit. Alors, question suivante. Justifier théoriquement l'allure des courbes. Alors, pour la courbe qui représente l'énergie magnétique, c'est une droite de pente décroissante. Donc, il faut, alors ici, montrer qu'il s'agit bien d'une courbe de pente droite tout d'abord, de pente négative, n'est-ce pas? Donc, alors, on va dire la chose suivante. Donc, pour la figure 3 qui représente la courbe de l'énergie magnétique en fonction de UC au carré, c'est une, donc l'énergie magnétique d'une manière générale s'écrit 1/2 de LI au carré. Or, rappelez-vous que la courbe était donc représentée de la façon suivante. Elle traduisait la variation de l'énergie magnétique en fonction de UC au carré. Donc là, je pense qu'il vaudrait mieux alors ici exprimer l'énergie électrostatique en fonction de UC au carré. Je passe à la suite. Ça nous fait alors ici, l'oscillateur est libre et non amorti. Il conserve son énergie, ça on l'a dit tout à l'heure. Donc l'énergie totale est constante. Donc là, vous avez un terme qui est constant, sans problème. Et là, c'est un terme qui est variable. Donc, vous allez avoir alors ici l'énergie électrostatique qui est égale à 1/2 de C UC au carré, qui est égal aussi à 1/2 de Q au carré sur C, qui est égal aussi à 1/2 de QU, Q fois UC, bien entendu. Donc, vous choisissez l'expression qui vous convient. Donc, je pense qu'aujourd'hui, nous avons besoin de UC au carré parce que notre courbe, elle est représentée en fonction de UC au carré. Je pense qu'on est capable maintenant, alors ici, d'exprimer d'une manière générale l'énergie magnétique en fonction de UC au carré. Ça, c'est un terme constant. Terme constant. Et là, c'est aussi un terme constant. Et la courbe, donc, représente la variation de l'énergie magnétique en fonction de UC au carré. Donc, c'est une courbe, c'est une fonction qui est de la forme suivante. Donc, Y égale A fois X plus B. Avec A, c'est la pente de la droite, donc, qui est une pente qui est négative. Et avec une ordonnée à l'origine, donc, vous avez bien une droite affine, bien entendu, de pente négative et d'ordonnée à l'origine E total. Donc, vous avez bien une courbe, alors ici, qui est de la forme suivante. Donc, ça, c'est l'énergie magnétique en fonction de UC au carré. Votre courbe est bien une droite affine. Donc, que représente cette valeur-là? Bien sûr, c'est l'énergie totale. Que représente la pente de la droite? C'est moins 1/2 de C. D'ailleurs, donc, il est possible dans ces conditions-là, d'une part, de chercher l'énergie totale, ça on l'a dit tout à l'heure, et d'autre part, chercher donc la valeur de la capacité à partir du calcul de la pente de la droite. Alors, ça c'était donc pour la première courbe, figure 3. Donc la courbe donc, EL en fonction de UC au carré est bien une droite affine de pente négative. Donc maintenant, essayons donc d'analyser la courbe 4. C'était une courbe sinusoïdale dont les valeurs étaient toujours positives et qui traduisait la variation de l'énergie électrostatique en fonction du temps. Qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure? Donc si on vous demande un jour, ou bien on vous donne une courbe, donc il faut toujours exprimer les variations de la fonction qui se traduit par cette courbe-là. Donc, alors, EE est égal à 1/2 de C UC au carré, ça ne m'intéresse pas, je cherche une expression en fonction du temps, je remplace UC par son expression. Ça nous fait alors ici 1/2 de C fois UC au carré, et UC au carré, c'est UC max au carré, sinus carré, oméga 0T plus pi sur 2. Nous avons donc trouvé pi sur 2 tout à l'heure. Donc, voici l'expression de E électrostatique en fonction du temps. C'est bien une fonction sinusoïdale, mais étant donné que sinus au carré
Donc, sinus est élevé au carré. Donc, toutes les valeurs, quel que soit le temps, toutes les valeurs de sinus au carré, donc ça va être des valeurs positives. C'est bien une courbe sinusoïdale dont les valeurs sont toujours positives. Donc, nous venons donc pour le moment de montrer que ça doit être bien une courbe sinusoïdale de valeur positive. Je pense que c'est largement comme explication. Sachant que aussi, si vous voulez un tout petit peu, alors ici, insister là-dessus, si vous posez t égale à 0, ça vous fait sinus carré de pi sur 2. Or, sinus de pi sur 2, c'est 1. Sinus carré de pi sur 2, ça fait 1. 1 fois 1 demi de UC max au carré. Donc, notre courbe doit commencer à l'instant t égale à 0 par une valeur maximale et positive, et ça, on l'a vu dans la courbe tout à l'heure. Donc, il s'agit bien d'une fonction sinusoïdale toujours positive et de valeur initiale différente de 0, parce qu'il y a des courbes sinusoïdales qui démarrent à partir de 0, en particulier la courbe de l'énergie magnétique. D'accord? Bien, donc je pense que nous avons répondu à la question, justifier théoriquement l'allure des courbes. Hein? D'accord? Alors maintenant, on vous demande ici de déterminer les valeurs de... Apparemment, qu'est-ce qu'on va vous demander? J'imagine qu'on va vous demander l'énergie totale. Sûrement qu'on va vous donner à déterminer la valeur de C. Sûrement qu'on va vous demander de déduire la valeur de L. Je pense que nous allons donc être situés donc, de ce côté-là. Hein. D'accord? Ben justement, on vous demande donc de déterminer la valeur de la capacité C du condensateur. Le problème ne se pose pas. Il suffit de chercher la pente de la droite de la figure 3. D'accord? Alors, voici le calcul de la pente de la figure 3. Pente est égale, donc vous allez prendre 2 points. Premier point, deuxième point. Le premier point, donc la valeur de l'énergie, c'est 2 10 puissance moins 4 joules, vous vous rappelez. Son abscisse pour ce point-là, son abscisse sur l'axe de UC au carré, c'est 0. Donc là, c'est 0, n'est-ce pas? Deuxième point, l'énergie, elle vaut 0. Et l'abscisse, c'est, rappelez-vous, c'est 16 au UC au carré est égal à 16 au carré, donc ça fait 16. Donc 2 10 puissance moins 4 moins 0 sur 0 moins 16. Tout calcul fait, on trouve que ça vaut 1,25 10 puissance moins 5. Ça, c'est, attention, la pente. Or, sachant que la pente, elle est égale à 1 demi de C, donc apparemment là, on a mis une valeur absolue. Une valeur absolue. Donc, ça nous permet de chercher C, et C est égal à 2 fois cette valeur-là. 1,25 multiplié par 2, ça fait 2,5 10 puissance moins 5. Donc, attention, notre pente aujourd'hui, elle est négative. Donc, nous avons donc ici cherché la valeur absolue de la pente. Ou bien, vous pouvez donc laisser la pente telle qu'elle est. Donc, et vous avez ici moins 1 demi de C, parce que la pente est négative. Bien, nous avons cherché la valeur de C. Qu'est-ce qu'on va vous demander encore? On va vous demander la valeur de l'inductance L de la bobine. Est-ce qu'il est possible de chercher la valeur de l'inductance L de la bobine? Oui, sachant que tout à l'heure, rappelez-vous ce que je vous ai dit tout à l'heure, on vous a demandé donc de chercher la valeur de la période propre. On a cherché la valeur de la période propre, puis nous sommes passés à autre chose. Lorsqu'on vous demande donc une question qui n'est pas utilisée dans la suite, attention, on va vous y ramener plus tard, ça c'est sûr. Donc, vous notez donc, dans l'esprit que vous avez déjà cherché la période propre. Je rappelle que la période propre s'exprime en fonction de L et de C. Et bien justement, alors ici, on est capable donc ici de chercher la valeur de L. Donc, on a trouvé que la période propre, c'est 2 10 puissance moins 3 secondes. Donc, nous avons, donc je rappelle quand même que la période propre, c'est 2 pi racine de LC qui provient de oméga 0. Oméga 0, elle est égale, je rappelle que oméga 0 est égal à 1 sur racine de LC, qui n'est autre que 2 pi sur T0. Donc, nous pouvons chercher T0, qui n'est autre que 2 pi fois racine de LC. Donc, voici l'expression de T0. Donc, T0 au carré, pour éliminer la racine carrée, c'est 4 pi au carré fois L fois C. Je pense que nous sommes capables de chercher l'inductance L de la bobine. Donc, L est égal, ce terme-là, divisé par 4 pi au carré fois C. Je remplace, nous connaissons déjà la valeur de C. Il est égal à 2,5 10 puissance moins 5, 4 pi au carré. Je vous conseille de prendre pi au carré est égal à 10. En réalité, pi c'est 3,14 élevé au carré, ça fait 9,98, quelque chose comme ça. Donc, on peut simplifier pour ne pas avoir de problème avec des approximations. Donc, je remplace tout, donc tout calcul fait. Donc, on peut trouver que la valeur de l'inductance, c'est 4 10 puissance moins 3 Henri. 4 millihenri. Donc, voici la valeur de l'inductance L. La valeur de l'énergie magnétique, électromagnétique totale du circuit.
Alors, nous avons donc dit dans la séance précédente qu'un tel circuit, le circuit LC, est un oscillateur électrique libre non amorti et qui spécialement conservait son énergie totale, l'énergie électromagnétique. Et l'expression de l'énergie électromagnétique, c'est 1/2 de Q max au carré sur C, ou bien 1/2 de LI max au carré. Donc, on peut utiliser soit l'une, soit l'autre de ces expressions-là, ou bien, tout simplement, on peut lire la valeur sur les deux courbes, ou bien sur la figure 3, ou bien sur la figure 4. Donc, sur la figure 3, donc, on a trouvé que la valeur la plus grande possible de EL, c'est 2, 10 puissance moins 4 joules. Pour l'autre courbe de l'énergie électrostatique en fonction du temps, la valeur la plus grande possible de l'énergie électrostatique, qui n'est autre que l'énergie totale, c'était 2 10 puissance moins 4. Ou bien on fait tout simplement le calcul, 1/2 de CUC max au carré, ou bien 1/2 de Q max au carré sur C. Alors la FEM petit e du générateur. Alors comment chercher la FEM du générateur? Eh ben, nous savons que lors de la charge, donc nous avons réalisé le circuit suivant. Donc voici le circuit qui nous a permis de réaliser la charge. Donc vous avez ici votre condensateur. Donc pour chercher, donc ça c'est un générateur de tension de FEM petit e, nous pouvons dire la chose suivante, c'est que la tension, donc d'après la loi des mailles, la tension du générateur au cours de la charge est égale à la tension aux bornes du condensateur. Or, la charge est un phénomène extrêmement rapide, c'est un phénomène instantané. Donc nous pouvons dire ici que la tension aux bornes du générateur n'est autre que la tension maximale aux bornes du condensateur. Donc nous pouvons écrire la chose suivante, c'est que E n'est autre que UC max. Donc, et nous pouvons alors ici donc, dire que UC max au carré, rappelez-vous la valeur tout à l'heure, n'était autre que 16 unités dans le système international. Donc UC max est égal à 4 volts, racine de 16, ça fait 4 volts. On est capable de chercher la FEME qui n'est autre que UC max, donc ça nous fait 4 volts. Donc, récapitulons, nous avons cherché l'inductance L de la bobine, 4 millihenries. Nous avons cherché la capacité qui était égale à 2,5 10 puissance moins 5 farad. Nous avons donc la valeur de la FEM du générateur. On va essayer de voir qu'est-ce qu'on va nous demander par la suite. Ah, la période de l'énergie. Je pense que dans la séance précédente, nous avons étudié l'expression de la période de l'énergie. Nous avons montré que l'énergie, elle était une fonction, n'importe quelle énergie, elle était une fonction sinusoïdale de période T qui n'était autre que la moitié de la période propre. D'accord? Donc, on peut bien sûr donc faire la démonstration. On a fait la démonstration ensemble l'autre séance. D'accord? Donc, nous pouvons écrire alors la chose suivante. Donc, alors ici, la période énergétique, soit de l'énergie électrostatique ou bien de l'énergie magnétique. Attention, l'énergie totale n'est pas une fonction sinusoïdale. L'énergie totale possède une valeur constante. Je me rattrape. D'accord? Donc, la valeur de la période énergétique n'est autre que la moitié de la période propre. La période propre, c'est 2 10 puissance moins 3. Sur 2, ça fait 1 10 puissance moins 3 secondes. C'est 1 milliseconde. Donc, l'énergie électrostatique ou bien l'énergie magnétique se répète. Les deux se répètent chaque 10 puissance moins 3 secondes. Alors que la valeur de Q ou bien la fonction UC, elle se répète chaque 2 10 puissance moins 3 secondes. T0. Alors, qu'est-ce qu'on va vous demander donc par la suite? Déterminer les dates pour lesquelles, donc on va vous demander des dates. Donc, des dates, ça veut dire, on vous demande le temps, n'est-ce pas? Quel temps on va vous demander pour laquelle l'intensité du courant est nulle. Donc là, il faut reprendre la courbe de l'énergie électrostatique. J'ai en mémoire donc cette courbe-là. Donc, voici la courbe qui traduit la variation de l'énergie électrostatique en fonction du temps. C'était une courbe qui avait cette allure-là. Cette allure-là. C'était une courbe parfaitement sinusoïdale. D'accord? Donc, or, l'énergie électrostatique, donc, elle présente des valeurs maximales et des valeurs minimales. On ne vous demande pas, bien entendu, l'énergie électrostatique. On vous demande l'intensité du courant. Je rappelle quand même que l'énergie magnétique, c'est elle qui s'exprime en fonction de I. Ça fait 1/2 de L, I au carré. Donc, pour avoir une intensité nulle, regardez bien, pour avoir une intensité nulle, il faut que votre énergie magnétique, elle est égale à 0. Donc, 0 est égal à 0. Donc, si l'énergie magnétique est nulle,
Donc forcément, l'énergie électrostatique est maximale. D'accord? Rappelez-vous ce que nous avons dit avant, que les deux fonctions énergie électrostatique et énergie magnétique, elles étaient alternées. C'était des fonctions sinusoïdales. Si l'une est maximale, l'autre est minimale et nulle. Et inversement. Donc si votre énergie magnétique est nulle, parce que I devrait être nul, alors l'énergie électrostatique doit être maximale. Voici les valeurs pour lesquelles donc l'énergie électrostatique est maximale. Ben là, vous avez 0. Là, vous avez une période énergétique, TE ou bien T, c'est comme vous voulez. Donc ça, c'est TE, là, c'est 2TE, et ainsi de suite. Donc la première valeur obtenue pour I égale à 0, ça correspond à T égale à 0. La deuxième valeur, c'est TE. EE est maximale, l'énergie électrostatique. La valeur suivante est obtenue pour T est égale à 2 périodes énergétiques parce que l'énergie électrostatique est maximale. Donc je pense que nous avons cherché les temps qui correspondent à une intensité nulle. Donc voici la résolution. L'intensité du courant est nulle, donc l'énergie magnétique est nulle, donc l'énergie électrostatique est maximale, ça on vient de le dire. Alors, d'après la figure 4, donc celle qui traduit la variation de l'énergie électrostatique en fonction du temps, nous savons que T est égal TE, 2TE, 3TE, 4TE. Donc c'est 4TE ou bien T, c'est la même chose. Hein? C'est la même chose. Donc on peut dire ici TE, si vous voulez, alors ici. Hein? D'accord? C'est la période énergétique. C'est K fois TE. Donc, puisque TE est égal à 1 milliseconde, donc ça nous fait K fois 1 milliseconde. Vous pouvez donner le résultat en millisecondes. Ou bien en secondes, ça fait 10 puissance moins 3. Là, vous avez T en secondes. Donc, bien entendu, lorsque vous exprimez une grandeur en fonction de un nombre qui est donc ici inconnu pour nous, qui est nouveau pour nous, donc vous devez donc préciser à quel ensemble appartient K tout simplement. Dans quel cas peut être égal à 0, 1, 2, 3, 4 et ainsi de suite. Donc ça appartient à l'ensemble N, l'ensemble des entiers naturels N. Donc voici quand est-ce que l'intensité du courant est nulle. Deuxième cas, alors la même question, il faut reprendre la question depuis le début, déterminer les dates pour lesquelles la charge du condensateur est nulle. Alors, pour avoir une charge nulle, donc normalement la charge, où est-ce qu'elle apparaît? Elle apparaît dans l'expression de l'énergie électrostatique, c'est 1 demi de Q au carré sur C. Vous avez la courbe qui est devant vous. Alors, si votre charge est nulle, l'énergie électrostatique est nulle. Donc, voici les différentes valeurs. Donc, tout cela, c'est TE. Donc, en fin de compte, cette valeur-là, ça correspond à quoi? C'est TE sur 2. Donc, la première valeur du temps pour avoir une énergie électrostatique nulle, c'est à un instant T qui est égal à TE sur 2. Puis, je passe à une période en plus. Donc, ça nous fait, je pense que ce n'est pas vraiment très compliqué. La charge Q est nulle, donc l'énergie électrostatique est nulle. Donc, d'après la figure 4 toujours, donc T doit être égal à TE sur 2 plus K période. Avec K, comme d'habitude, ça appartient à l'ensemble N. Je rappelle alors ici que vous pouviez donc raisonner d'une autre façon. Si la charge du condensateur est nulle, l'énergie électrostatique est nulle, donc l'énergie magnétique est maximale. Donc, vous pouvez alors ici intervertir les valeurs. Donc, nous avons trouvé tout à l'heure pour l'énergie magnétique. Donc, voici définitivement. Alors, les instants T, ça correspond à TE sur 2. Donc, ça fait 0,5 10 puissance moins 3 plus K fois 10 puissance moins 3. Alors, quatrième question maintenant. On rappelle que pour des oscillations électriques libres et non amorties, on peut établir la relation indépendante du temps, la fameuse relation indépendante du temps, qu'on peut établir facilement, c'est relatif quand même. Hein? Donc, on peut établir la relation indépendante du temps pour un oscillateur électrique libre et non amorti. Alors, la question est la suivante. Donc, on rappelle que pour des oscillations électriques libres et non amorties, on vous donne l'expression de la relation indépendante du temps. C'est I au carré est égal à oméga 0 au carré, facteur de moins Q au carré plus Q max au carré. La démonstration est très simple. Il suffit de prendre Q en fonction de Q max sinus et de prendre I en fonction de Q max oméga 0 cosinus et de faire la somme au carré. Donc, cos carré plus sin carré, je pense qu'on a fait ça avant. Donc, ça nous fait 1. Donc, on retrouve alors ici cette fameuse équation-là. Donc, alors la question est la suivante. Déterminer la valeur de I, qu'on va noter par I1. Quelle valeur de I1? De l'intensité du courant électrique lorsque la charge Q du condensateur atteint la valeur Q1 est égale à moins Q max sur 2.
je voudrais bien connaître la valeur de I pour que Q elle est égale à moins Q max sur 2. Bon, ça, on vous dit pour la seconde fois, on va voir donc de quoi il s'agit. Donc, connaissant le Q, donc je pense qu'en utilisant cette relation-là, on est capable de chercher l'I. Ben justement, alors ici, donc I au carré est égal à tout cela. Donc, I est égal à quoi? Racine carrée de tout cela. Or, I, attention, peut être soit positif, soit négatif. Donc, si vous faites la racine carrée, vous devez donc ici mettre un plus ou moins là. Donc, c'est plus ou moins oméga 0, racine de oméga 0 au carré, c'est oméga 0, fois racine de tout le reste. Or, Q max au carré, on la conserve, c'est une valeur constante. Et Q1, c'est moins Q max sur 2. Donc, c'est moins. Ça, c'est le moins, donc, qui se trouve depuis le départ. Moins Q max au carré, une valeur négative élevée au carré, donc ça fait une valeur positive. Alors, si on essaie de développer, ça fait Q max au carré moins Q max au carré sur 4. 4 quarts moins 1 quart, ça fait 3 quarts. Racine carrée de 3 quarts de Q max au carré, ça nous fait racine de 3 sur racine de 4, ça fait 2. Racine de Q max au carré, c'est Q max multiplié par oméga 0 et multiplié par plus ou moins. Vous connaissez toutes ces valeurs-là. Qu'est-ce qui reste alors ici? Alors, il reste à se débarrasser de ce plus ou moins. Alors, regardez bien qu'est-ce qu'on vous a dit alors ici. On vous a dit de chercher la valeur de U1 lorsque Q1, elle atteint la valeur de moins Q max sur 2 pour la seconde fois. Là, je suis obligé de représenter les allures des courbes traduisant les variations de I et de Q. Je vous rappelle quand même que, en fonction du temps, voici la courbe qui traduit la variation de Q en fonction du temps. Donc là, c'est la courbe qui traduit Q en fonction du temps. On l'a vu tout à l'heure. Mais il faut donc connaître des choses à l'avance. Hein. Nous avons dit tout à l'heure que I, qui n'est autre que la dérivée de Q, c'était une fonction en quadrature avance de phase. Quadrature avance, cela veut dire que lorsque Q, elle est maximale, l'autre, elle est nulle. Donc, voici la valeur de I. D'accord? Les valeurs donc, pour lesquelles donc, Q est soit maximale ou bien même minimale. Hein. Attention, donc, parce que I est en quadrature avance de phase. Sachant que I, elle est en quadrature avance. Ou bien, vous connaissez autre chose. Vous savez très bien qu'à l'instant t égale à 0, lors de la décharge du condensateur, le courant circule dans le sens négatif. Il ne faut jamais oublier ça. Lors de la décharge du condensateur à travers n'importe quel dipôle, que ce soit à travers un dipôle résistor ou bien à travers une bobine, au départ, à l'instant t égale à 0, le courant circule dans le sens négatif. Donc, I va partir à partir de 0. Ce ne sera pas une fonction croissante, ce sera plutôt une fonction décroissante. Donc, voici l'allure de I, l'allure de I, l'allure de I, et ainsi de suite. Donc, voici votre fonction I. Reprenez votre cours, donc vous allez donc retrouver ces courbes-là. Je remarque bien alors ici que I, elle est en quadrature avance de phase, puisque lorsque Q est nul, I est maximal, et inversement. Et je rappelle bien, alors ici, je remarque bien alors ici que U, elle atteint ses valeurs maximales avant, du point de vue temps, avant la grandeur Q. Donc, nous sommes bien dans les règles. Alors, qu'est-ce qu'on vous a dit alors ici? On vous a dit qu'il fallait chercher I lorsque Q atteignait cette valeur-là pour la seconde fois. Donc, voici la valeur Q max. Ça, c'est Q max. Nous, on vous demande, donc ça, c'est tout d'abord moins Q max. On vous demande le moins Q max sur 2. Donc, voici moins Q max sur 2. Alors, je vais ramener, donc, moins Q max sur 2. Je trouve une première valeur de I, pardon. Là, c'est I, hein, je m'intéresse non pas à I, je m'intéresse à moins Q max sur 2. Donc, ça, c'est la première situation. C'est moins Q max. Donc, ça, c'est la courbe qui traduit la variation de Q. Voici la deuxième position où Q atteint la valeur moins Q max sur 2. Alors, regardez bien qu'est-ce qu'on vous a dit. Donc, il fallait chercher la valeur de U lorsque Q atteint moins Q max sur 2 pour la seconde fois. Donc, voici la première fois. Voici la seconde fois. Je remarque ici que, en extrapolant ici, que I, elle est comment là? Elle est positive. C'est pour cela alors, ici que je vais choisir la solution positive. Si c'était pour la troisième fois, par exemple, donc voici la première fois où Q atteint moins Q max sur 2, seconde fois, troisième fois, et attention là, I devrait être négatif. Donc aujourd'hui, I va être positif, donc je vais me débarrasser du plus ou moins. Alors je vais avoir
ceci. Donc, I est égal à plus ou moins. Donc, je remplace Qmax par son expression CC fois Umax. Donc, je vais faire les calculs. On trouve alors ici, pardon, que ça vaut donc 0,272 ampères. Je me débarrasse donc pour la seconde fois. Donc, j'ai dit ici que I, elle était positive d'après le graphe qui est devant vous. Alors, la valeur définitive de I, c'est de I1, bien sûr, c'est 0,272 ampères. D'accord? Bien, donc je pense que nous avons terminé donc cette séance. Je vous remercie pour votre attention. J'espère que vous avez donc bien saisi ce que nous avons fait aujourd'hui. Bonne chance dans votre bac. Au revoir.